Au cœur de New York, là où des fortunes se font et se défont en un instant, une transaction de plusieurs centaines de millions de dollars était sur le point de s'effondrer. Dans le restaurant exclusif Aurelia, le milliardaire et PDG Julian Croft se retrouvait piégé dans un silence assourdissant. Ses investisseurs japonais étaient impassibles comme la pierre. Le traducteur avait disparu, et son empire vacillait au bord d'un gouffre linguistique. Mais à seulement quelques pas de là, en débarrassant leur table, se tenait une jeune serveuse nommée Emily. Ils ne voyaient en elle qu'une simple fille en tablier noir. Ils ignoraient qu'elle était leur dernière et unique chance. Ce qu'elle fit ensuite ne sauva pas seulement la transaction. Cela révéla un secret qui changea leur vie pour toujours. L'air dans la salle privée du restaurant Aurelia était plus lourd que les rideaux de velours qui la séparaient du reste de Manhattan. C'était un mélange étouffant de parfums de luxe, de pétoncles poêlés et d'une pure, authentique panique. Au bout de la table polie en acajou était assis Julian Croft, fondateur et PDG de Croft Innovation, un homme dont le visage ornait régulièrement les couvertures des magazines économiques. Pourtant, ce soir-là, sa célèbre assurance n'était qu'un masque cachant une peur soigneusement maîtrisée. Le nœud dans son estomac était plus serré que le nœud Windsor de sa cravate en soie. En face de lui se trouvait Monsieur Kenji Tanaka et deux de ses top managers de Taka Robotics, un puissant conglomérat de Tokyo. Ils étaient la clé. La transaction sur la table. Une joint venture pour intégrer le logiciel révolutionnaire de Croft dans la robotique de nouvelle génération de Tanaka. Une affaire estimée à 900 millions de dollars, avec un potentiel de croissance jusqu'à plusieurs dizaines de milliards. C'était une transaction qui ne construisait pas seulement une carrière, mais un héritage. Et elle était en train de lui glisser entre les doigts comme du sable fin. La raison était simple, mais catastrophique. David Chen, le traducteur d'élite engagé par Julian à prix d'or, avait disparu. Pas en retard. Disparu. 1 heure plus tôt, un message désespéré était arrivé. Urgence familiale inévitable. Désolé. Le sang de Julian s'était glacé dans ses veines. Il avait une équipe de vice-présidents, de stratèges et d'avocats, tous diplômés des Ivy League, tous avec des salaires à 7 chiffres. Et aucun d'entre eux ne pouvait aligner plus de 2 mots en japonais. Peut-être, Monsieur Croft, dit Monsieur Tanaka dans un anglais précis mais avec un fort accent. Devrions-nous reporter cette réunion? Il s'agit de détails très importants. La précision est essentielle. Le mot « reporter » sonnait comme une condamnation à mort. Tanaka repartait pour Tokyo le lendemain matin. Reporter signifiait perdre l'élan, montrer de l'incompétence. Cela donnait à leur principal concurrent, le requin corporatif Marcus Vance, le temps d'intervenir et de voler l'affaire. Julian entendait déjà les rumeurs. Vance courtisait l'équipe de Tanaka. Cette réunion était sa seule chance. Absolument pas, Monsieur Tanaka, répondit Julian de sa voix de baryton suave et maîtrisée, sans laisser transparaître son cri intérieur de panique. David est simplement retardé à cause d'une situation imprévue. Un petit incident de circulation. Il sera là d'une minute à l'autre. En attendant, je vous en prie, profitez du repas. C'est le meilleur de la ville. C'était un mensonge pitoyable, et tout le monde le savait. Le léger plissement des yeux de Monsieur Tanaka le confirma. La délégation japonaise valorisait l'honneur et l'efficacité par-dessus tout. Un échec aussi élémentaire était une profonde insulte. Le vice-président senior de Julian, Gérald, se pencha et murmura. « Julian, on est dans l'impasse. On ne peut pas discuter des clauses de propriété intellectuelle sans traducteur. Il faut se résoudre à perdre cette affaire. »« Tais-toi, Gérald, siffla Julian. » Une fine pellicule de sueur apparut sur son front. Dans ce silence étouffant, Émilie Petrova se déplaçait dans la pièce. Pour Julian et son entourage, elle était invisible, faisant partie du décor comme les verres en cristal ou les couverts en argent. Elle se mouvait avec une économie de gestes témoignant de longues années de pratique, remplissant silencieusement les verres d'eau, débarrassant les assiettes avec une grâce discrète. Son uniforme était impeccable. Ses cheveux châtain clair étaient rassemblés en un chignon strict, et son visage affichait un masque de politesse neutre. Mais derrière ce masque, Émilie était tout un univers d'observation. Elle ne se contentait pas d'entendre le silence, elle en comprenait le poids. Elle voyait le sourire forcé du milliardaire et la froide déception dans les yeux de ses invités. Elle n'avait pas prononcé un seul mot en anglais, se contentant de hocher la tête et de répondre par geste à leurs besoins. Quand elle tendit la main pour prendre l'assiette vide de Monsieur Tanaka, celui-ci marmonna doucement, par réflexe, sans la regarder. « Arigato.
Émilie se figea une fraction de seconde. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus de la porcelaine. Elle croisa son regard un bref instant et répondit d'une voix douce et basse, presque un murmure. « D'où Itachimashite, Tanaka-sama » Les yeux de Tanaka s'élargirent légèrement. Une étincelle de surprise perça son masque stoïque. Il la regarda vraiment pour la première fois. Mais le moment passa. Elle n'était qu'une serveuse. Il hocha poliment la tête et retourna au silence étouffant. Émilie recula dans un coin de la pièce. Son cœur battait un peu plus vite. Elle n'avait pas prévu de parler, mais le mot japonais lui avait échappé. Un vestige d'une vie qu'elle avait dû abandonner. Elle observait la scène de désespoir qui se poursuivait. Julian Croft essayait maintenant d'utiliser une application de traduction sur son téléphone. Une voix robotique massacrait les termes techniques complexes, les transformant en un saladier de mots sans queue ni tête. Les managers japonais échangèrent des regards mêlant pitié et mépris. Émilie ressentit un pincement qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, un mélange d'irritation et d'opportunité. Elle connaissait cette langue. Elle en connaissait les nuances, les formes de respect, l'âme. Elle avait passé 5 ans de sa vie à la perfectionner, non pas en classe, mais par immersion totale, en vivant dans un petit village près de Kyoto. C'était une partie de sa vie où elle n'était pas Émilie la serveuse, mais qu'Émilie l'étudiante, la linguiste, la femme qui devait devenir attachée diplomatique. Mais la vie avait cruellement réécrit son destin. La maladie grave de sa mère et l'énorme montagne de factures médicales avaient détruit ses rêves. Elle avait dû abandonner son prestigieux programme d'études internationales à Georgetown et accepter n'importe quel travail pour payer les factures. Aujourd'hui, son monde se limitait aux 4 murs de ce restaurant, à servir des gens comme Julian Croft, des gens qui n'auraient jamais imaginé que la jeune femme qui leur versait de l'eau pouvait combler le fossé qui menaçait de faire s'effondrer une transaction d'1 milliard de dollars. La transaction s'effondrait, et elle était la seule personne dans la pièce à détenir la clé. La question était, oserait-elle l'utiliser ? L'atmosphère dans la pièce passa de tendue à sinistre. L'application de traduction de Julian commit une erreur fatale, traduisant « protection de la propriété intellectuelle » par quelque chose qui ressemblait à de la sorcellerie informatique. Le jeune assistant de Tanaka réprima physiquement un rire en toussant dans sa serviette. Une violation catastrophique de l'étiquette, signe que tout était fini. La transaction ne mourrait pas seulement. Elle était publiquement humiliée. Monsieur Tanaka posa soigneusement ses baguettes avec un léger tintement de bois sur porcelaine, un son qui, dans le silence, résonna comme un coup de feu. « Monsieur Croft », commença-t-il d'une voix sans chaleur, « j'apprécie votre hospitalité. Cependant, il semble que nous soyons dans une impasse. Sans communication claire et précise, nous ne pouvons pas continuer. Ce serait déraisonnable. » C'était le dernier clou dans le cercueil. Julian sentit une vague de nausée. Il voyait déjà le cours de l'action de sa société chuter. Il voyait Marcus rire sur le terrain de golf. Il voyait son héritage se transformer en poussière. Il s'apprêtait à reconnaître la défaite et à présenter ses dernières excuses quand une voix douce transperça la tension. « Pardonnez mon audace, messieurs. » Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers la source du son. C'était Émilie, la serveuse. Elle se tenait près de la porte de service. Ses mains étaient respectueusement jointes devant elle. Elle ne criait pas. Elle parlait assez fort pour être entendue, d'une voix claire et posée. Gérald, le vice-président de Julian, ricana bruyamment. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Retourne en cuisine. » Julian s'apprêtait à la congédier, irrité par l'interruption, mais Monsieur Tanaka l'arrêta. Le dirigeant japonais ne regardait plus Julian. Son regard était rivé sur Émilie, avec une intense curiosité. Il se souvenait d'elle, la serveuse qui avait répondu en japonais parfait, sans accent. « Vous avez quelque chose à dire, mademoiselle ?» demanda Tanaka dans un anglais direct et tranchant. Émilie inspira profondément. Son cœur cognait contre ses côtes. Tous ses instincts lui criaient « Recule, excuse-toi et disparais. Ce n'est pas ton monde. Ce sont des titans de l'industrie, et toi tu n'es personne avec un plateau et un tablier. » Mais ensuite, elle aperçut son reflet dans le mur miroir. Des yeux fatigués, un uniforme terne, et en elle s'alluma une flamme. C'était sa chance. Non seulement de sauver leur transaction, mais de se sauver elle-même d'une vie d'invisibilité. Elle s'adressa directement à Monsieur Tanaka, mais parla en japonais. Ces mots n'étaient pas des phrases maladroites de manuel. Ils étaient fluides, respectueux et complexes, dans le style formel keigo réservé aux aînés respectés.
Tanaka-sama. Commença-t-elle en inclinant légèrement la tête. Veuillez m'excuser pour mon intervention, mais il semble que vos négociations soient bloquées par un malentendu linguistique. Cela me peine de voir une barrière de langue entraver des discussions aussi importantes. L'effet fut immédiat et sismique. Les deux assistants japonais se redressèrent. Leurs mâchoires se décrochèrent de stupéfaction. Le masque stoïque de Tanaka ne se fissura pas. Il vola en éclats. Il regardait Émilie, les yeux écarquillés d'incrédulité. Julien retrouva sa voix en premier. « Mais qu'est-ce que tu viens de dire, bordel ?» exigea-t-il, un mélange de colère et de confusion dans la voix. Émilie se tourna vers lui. Son expression était calme mais ferme. « Je me suis excusée pour mon intervention, Monsieur Croft, et j'ai exprimé mes regrets qu'un simple problème de communication entrave vos importantes affaires. » Monsieur Tanaka se pencha en avant. Son attitude avait complètement changé. La froideur avait disparu, remplacée par une attention laser. Il répondit à Émilie par un flux rapide de japonais. Sa question était tranchante et technique. « Comprenez-vous la terminologie des affaires ? Les négociations sur les technologies brevetées et la protection de la propriété intellectuelle sont très spécialisées. » Sans perdre une seconde, Émilie répondit dans un japonais tout aussi précis. « Aïe, Rikeshi Torimazu. Oui, je comprends. J'ai spécialisé en relations internationales et en droit à l'université. » Elle remplaça stratégiquement Georgetown par l'Université Sophia à Tokyo, un petit mensonge calculé pour établir immédiatement confiance et base académique commune. La mention de l'Université Sophia, l'une des plus prestigieuses du Japon, provoqua une nouvelle vague de choc parmi la délégation japonaise. Ce n'était pas une simple serveuse qui connaissait quelques phrases. C'était une personne avec un véritable bagage académique. Julian Croft sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il regardait une scène qui n'avait aucun sens. Sa serveuse menait une conversation de haut niveau avec l'homme qui tenait l'avenir de sa société entre ses mains. Il ne comprenait pas un mot, mais le langage corporel parlait de lui-même. L'hostilité s'était évaporée, remplacée par une attention sincère. Gérald tira Julian par la manche. « Julian, qu'est-ce qui se passe ? Qui est-elle » ? « Aucune idée, murmura Julian, les yeux rivés sur Émilie. Elle se tenait plus droite. La timide serveuse avait cédé la place à une professionnelle confiante et éloquente. C'était comme regarder un papillon sortir de son cocon au milieu d'un ouragan. Monsieur Tanaka se tourna vers Julian. Pour la première fois de la soirée, un lent sourire apparut sur son visage. « Monsieur Croft, dit-il en anglais, une nouvelle lumière dans les yeux. Il semblerait que vous cachiez un véritable atout. » Il désigna d'un geste la chaise vide à côté de lui, celle prévue pour le traducteur. « Mademoiselle. » Émilie Petrova, souffla doucement Émilie. « Mademoiselle Petrova, » dit Tanaka avec un hochement de tête profond et respectueux. « Je vous en prie, joignez-vous à nous. » Le passage du coin de la pièce à la table en acajou fut comme traverser un immense canyon dangereux. Tous les regards étaient braqués sur Émilie. Le poids de leur choc collectif, de leur scepticisme et de l'espoir naissant était presque physique. Son tablier de serveuse paraissait soudain ridicule, comme un costume d'une autre vie qu'elle portait encore. D'une main tremblante, elle dénoua son tablier, le plia soigneusement et le posa sur le credenza le plus proche. C'était un petit geste, mais une déclaration puissante. La serveuse avait disparu. Elle prit la place qu'on lui offrait. Le cuir moelleux du fauteuil contrastait violemment avec les tabourets en bois dur de la salle du personnel. La table était maintenant son arène. Julian Croft la regardait. Son expression était un chaos de confusion et d'espoir désespéré. Gérald avait l'air d'avoir vu pousser une deuxième tête à Émilie. « Mademoiselle Petrova » commença Julian d'une voix tendue. « Que se passe-t-il exactement ?»« Monsieur Tanaka m'a demandé mes qualifications, » répondit calmement Émilie, s'adressant à Julian tout en gardant son orientation vers les investisseurs. « Je l'ai assuré que je maîtrisais la terminologie des affaires internationales et du droit de la propriété intellectuelle. » Gérald ricana. « Tu as appris ça en servant le café ?» Avant qu'Émilie puisse répondre, Monsieur Tanaka intervint et lui parla en japonais. Elle écouta attentivement, les sourcils froncés par la concentration. Un instant plus tard, elle se tourna vers Julian. « Monsieur Tanaka souhaite revenir sur le point problématique du contrat, l'article 7 concernant la licence de votre algorithme principal. Son équipe est préoccupée par les conditions d'exclusivité.
Ils estiment que la formulation est trop restrictive et pourrait entraver leur propre recherche et développement dans des secteurs parallèles. Le cœur de Julien sombra. C'était la partie la plus délicate de la transaction. Un champ de mine de terminologie juridique et technique que David, son traducteur expert, avait préparé pendant des semaines. Faire confiance à cette serveuse, aussi fluide soit-elle, semblait risqué. Dis-lui, dit lentement Julien en choisissant soigneusement ses mots, que l'exclusivité n'est pas négociable. Elle protège notre propriété intellectuelle fondamentale. C'est la pierre angulaire de notre valorisation. Émilie hocha la tête, mais elle ne se contenta pas de traduire ses paroles. Quand elle se tourna vers la délégation japonaise, elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle ne fut pas simplement un porte-parole. Elle devint une médiatrice. Elle transmit la position de Julien, mais la reformula pour tenir compte de leurs inquiétudes. Au lieu du ton rigide et exigeant de Julien, elle la présenta de manière à apaiser leurs craintes. Elle expliqua en japonais. Croft Innovation respecte profondément l'engagement de Taka Robotics envers l'innovation. L'objectif de l'article 7 n'est pas de limiter vos brillants ingénieurs, mais de créer un jardin sacré où cette joint venture spécifique peut s'épanouir sans complications extérieures. C'est un geste de partenariat concentré, et non une restriction. Elle utilisa la métaphore du « jardin sacré », Shinsen Oniwa, une image qui résonnait profondément avec les notions culturelles japonaises de pureté et de dévouement ciblé. Un nuance qu'une traduction littérale aurait complètement manqué. Le principal ingénieur de l'équipe Tanaka, un homme sévère nommé M. Sato, répondit avec animation. Il parla presque une minute, en pointant des sections du contrat. Sa voix était pleine d'objections techniques. Émilie écouta avec une attention absolue, sans rien noter, mais ses yeux ne le quittaient pas, absorbant chaque détail. Quand il eut terminé, elle se tourna vers Julien. La principale préoccupation de M. Sato concerne la période d'exclusivité de 5 ans. Il affirme que dans le monde d'aujourd'hui, 5 ans représentent une éternité. Un concurrent pourrait développer un algorithme supérieur pendant cette période, et selon cet accord, Taka Robotics serait contractuellement interdit de l'utiliser, ce qui les rendrait vulnérables. Il note que votre algorithme, bien que brillant, n'a pas été testé sur une plateforme de robotique de cette échelle. Ils prennent un risque considérable. Elle ne s'était pas contentée de traduire. Elle avait clarifié l'essence de ses arguments, mieux que l'équipe de Julien ne l'avait compris en des semaines de pré-négociation. Gérald se pencha vers Julien. Elle a raison. C'était leur principale objection depuis le début. On pensait juste que c'était une tactique de négociation. Julien se sentait étourdi. La dernière heure, il avait été l'homme le plus puissant de la pièce, mais impuissant. Maintenant, la personne la plus influente était cette jeune femme sur laquelle il n'avait même pas daigné poser les yeux. Il regarda le contrat, puis Émilie. Son visage était calme et concentré. Il y avait en elle une intelligence, une profonde sérénité analytique qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Très bien, » dit Julien. Sa voix était maintenant empreinte d'un respect qui stupéfia sa propre équipe. « Mademoiselle Petrova. Émilie, demandez-leur ce qu'ils proposeraient comme alternative. » Émilie transmit la question. Monsieur Tanaka consulta tranquillement son équipe. La tension dans la pièce céda la place à une énergie vivante de négociation active. Comme si un barrage avait cédé et que la communication coulait enfin librement. Tout passait par cette incroyable jeune femme. Monsieur Tanaka exposa enfin sa contre-proposition. Émilie traduisit. Monsieur Tanaka propose une période d'exclusivité de 2 ans, suivie d'une période de 3 ans de droit de premier refus. Si un algorithme supérieur d'un tiers apparaît, Croft Innovation aura 6 mois pour égaler ou surpasser ses capacités. Si vous n'y parvenez pas, Taka Robotics sera libre d'intégrer la nouvelle technologie tout en conservant une licence sur votre technologie originale selon un accord non exclusif révisé. La mâchoire de Julien se crispa. C'était une contre-proposition dure, mais étonnamment équitable. Elle lui offrait de la sécurité tout en obligeant son entreprise à rester à la pointe. C'était l'élégant compromis qui construit des partenariats à long terme, et non des rancœurs. « Qu'en penses-tu » demanda Julien. Pas à Gérald ni à l'avocat, mais à Émilie. Émilie hésita une fraction de seconde, surprise par la question. Il lui demandait un conseil stratégique. Elle regarda les visages autour de la table. Les investisseurs étaient pleins d'espoir et engagés. L'équipe de Julien était silencieuse et stupéfaite.
Quant à Julien lui-même, son ego de milliardaire avait disparu, ne laissant qu'un besoin aigu et désespéré de solution. Elle inspira et donna une évaluation honnête. Monsieur, c'est un compromis brillant. Il réduit leurs risques tout en préservant votre position sur le marché pendant 2 années critiques. Cela montre de la confiance dans le développement futur de votre produit. C'est un signe de bonne volonté. Je pense que c'est la clé de toute la transaction. Julian Croft, titan de la technologie, l'homme qui ne faisait confiance qu'à son propre jugement, regarda la serveuse qui, 1 heure plus tôt, lui servait du bar. Dans ses yeux, il n'y avait ni doute ni hésitation, seulement une claire assurance. Il expira lentement. Transmet à Monsieur Tanaka que l'affaire est conclue. Au moment où Émilie traduisit l'accord de Julien, l'atmosphère dans la pièce se transforma. L'énergie chargée des négociations se dissipa dans une vague palpable de soulagement et de respect mutuel. Monsieur Tanaka afficha un large sourire sincère et tendit la main par-dessus la table à Julien. Quand ils se serrèrent la main, une tempête d'activité commença. Les avocats des 2 côtés commencèrent à modifier les contrats numériques sur leurs tablettes. Leurs doigts volaient sur les écrans pour changer l'article 7. Tout au long de ce processus, Émilie resta le centre calme de la tempête. Elle facilita la clarification des derniers petits détails, traduisant la terminologie juridique dans les 2 sens avec une fluidité qui obligeait les avocats de l'équipe de Julien à noter frénétiquement pour suivre. Elle respecta le subtil étiquette culturelle de conclusion d'affaires, s'assurant que les 2 parties se sentaient respectées et gagnantes. Quand le document final fut prêt, l'assistant de Julien sortit une élégante plume coûteuse. Julien signa son nom avec panache. Sa signature symbolisait un héritage sauvé. Puis il passa la plume à Monsieur Tanaka, qui signa avec la même gravité. La transaction de 900 millions de dollars avait été sauvée du bord de la catastrophe par la personne la plus inattendue. Quand le champagne fut servi, l'ambiance devint festive. Les dirigeants japonais, qui 1 heure plus tôt étaient guindés et formels, riaient maintenant et félicitaient l'équipe de Julien. Mais leur plus grande louange fut adressée à Émilie. Monsieur Tanaka leva son verre en son honneur. À Mademoiselle Petrova, dit-il, la voix vibrante de sincérité. La négociatrice la plus remarquable et la plus surprenante qu'il m'ait été donné de rencontrer. Croft, vous ne devez pas laisser ce talent se perdre. Julien, rougi par le champagne et le soulagement, regarda Émilie qui se tenait de nouveau modestement près du mur, comme prête à se fondre dans la tapisserie. Ne vous inquiétez pas, Tanaka-san, répondit Julien, le regard rivé sur elle. Je n'en ai absolument pas l'intention. La fête s'apaisa progressivement. La délégation japonaise partit, pleine de promesses d'un partenariat rapide et productif. L'équipe de Julien, encore bourdonnante d'adrénaline et d'incrédulité, s'en alla un par un, chacun jetant à Émilie un regard rempli d'admiration. Enfin, dans l'immense salle silencieuse, il ne resta plus que Julien et Émilie, entourés des restes du repas historique. Julien s'approcha d'elle. Il avait l'air fatigué, mais le stress avait cédé la place à une profonde curiosité pensive. « Je ne sais même pas quoi dire », commença-t-il. Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Merci, c'est trop peu. Tu n'as pas seulement sauvé la transaction, Émilie. Tu as peut-être sauvé toute ma société. Je suis simplement heureuse d'avoir pu aider, monsieur, dit-elle doucement. Il secoua la tête. C'était plus que de l'aide. C'était du génie. La façon dont tu as reformulé les arguments, dont tu as tenu compte des nuances culturelles. Où as-tu appris tout ça? Monsieur Tanaka a mentionné l'université Sophia. Tu y as vraiment étudié? C'était le moment qu'Émilie redoutait. Le moment où son petit mensonge serait dévoilé. Elle prit une profonde inspiration et décida de dire toute la vérité. Toute l'amère vérité. Non, monsieur, dit-elle, le regard ferme. Je n'ai jamais étudié à l'université Sophia. J'ai étudié les relations internationales et les études asiatiques à Georgetown. Les sourcils de Julien se levèrent. Georgetown. C'est l'un des meilleurs programmes du pays. Que s'est-il passé? Le masque professionnel d'Émilie se fissura légèrement, révélant la jeune femme fatiguée en dessous. La vie est arrivée, monsieur Croft. Ma mère a été diagnostiquée d'une forme agressive de sclérose en plaques il y a 5 ans. Le traitement, les soins 24h24, c'était financièrement dévastateur. Les économies de mon père ont été épuisées en 1 an. J'ai dû abandonner mon master et travailler. J'ai pris 2 emplois. Celui-ci en est un,
pour la maintenir dans un établissement médical décent et payer les factures. Elle parlait sans s'apitoyer sur elle-même, exposant les faits de sa vie aussi simplement qu'elle avait traduit les clauses du contrat. L'histoire resta suspendue dans l'air entre eux. Un contraste brutal et cruel avec le luxe doré de la pièce. Julien resta longtemps silencieux. Lui, l'homme qui opérait avec la logique froide et dure des chiffres et du code, se retrouvait face à la réalité sale et illogique de la souffrance humaine. Il pensa à ses propres plaintes, au stress des réunions du conseil d'administration, à l'irritation d'un vol retardé. Tout cela semblait ridiculement trivial face à ce que cette jeune femme avait traversé. Elle possédait un esprit qui aurait dû conseiller des ambassadeurs ou façonner la politique étrangère. Au lieu de cela, elle l'avait utilisé pour se souvenir qui avait commandé de l'eau gazeuse et qui avait commandé de l'eau plate. L'injustice de tout cela le frappa comme un coup physique. Il avait construit son empire sur l'idée de méritocratie, de recherche et de promotion des meilleurs talents. Et voilà que le talent le plus remarquable qu'il ait jamais rencontré se cachait en pleine vue, enterré sous une avalanche de malheurs. Ton japonais, dit-il, la voix chargée d'émotion, est impeccable. Meilleur que celui de David, et je le paie $2000 de l'heure. J'ai vécu 2 ans dans une préfecture rurale près de Kyoto dans le cadre de mon programme, expliqua-t-elle. C'était une immersion totale. On apprend vite quand personne ne parle anglais et qu'il faut demander son chemin jusqu'à la gare la plus proche. Il comprit enfin, ce n'était pas seulement un apprentissage livresque. C'était une expérience vécue. C'était la combinaison d'une éducation de premier ordre et d'une résilience forgée dans le creuset des épreuves. C'était exactement ce qu'il avait vu ce soir. C'était exactement ce qui l'avait sauvé. Il sortit de sa veste une carte de visite noire brillante. « Voici mon numéro personnel », dit-il en la lui tendant. « Je ne vais pas t'insulter avec un pourboire, Émilie. Ce serait une insulte pour moi. Je veux que tu appelles ce numéro demain matin. Nous devons parler. » Émilie regarda la carte. Le nom de Julian Croft y était gravé en simples lettres argentées. Elle semblait plus lourde qu'un lingot d'or. « Parler de quoi, monsieur ?» Un sourire chaud et sincère apparut sur les lèvres de Julien. « De ton salaire, de ton bonus d'embauche, et de quel vice-président tu vas remplacer. » Émilie Petrova, ta carrière de serveuse est officiellement terminée. Émilie ne dormit pas cette nuit-là. Elle était assise dans son minuscule appartement étouffant à Queens. La carte de visite reposait sur sa table de cuisine usée comme une relique sacrée. L'adrénaline de la soirée était retombée, laissant un mélange réaliste d'euphorie et de terreur. Était-ce vraiment en train d'arriver? La vie dont elle avait rêvé, celle qui lui avait été arrachée, était-elle de nouveau à portée de main? Les doutes, compagnons familiers et indésirables, commencèrent à s'insinuer. Peut-être avait-il simplement été emporté par le moment. Peut-être se réveillerait-il le lendemain avec la gueule de bois du champagne et rirait-il de l'idée absurde d'embaucher une serveuse à un poste de direction. Les gens comme Julian Croft vivaient dans un autre univers, où les problèmes se réglaient avec des chèques, et non avec le courage désespéré du personnel de service. Elle pensa à sa mère, l'imagina dans sa chambre calme et stérile de l'établissement médical. Son corps la trahissait, mais son esprit restait vif, plein de regrets pour le temps que sa maladie avait imposé à sa fille. L'idée de lui dire que tout irait bien, que les soucis constants d'argent étaient terminés, était une lumière si brillante qu'elle en était presque douloureuse à regarder. Cette pensée, plus que tout le reste, lui donna le courage nécessaire. Exactement à 9 heures du matin, d'une main légèrement tremblante, elle composa le numéro sur la carte. On répondit à la première sonnerie. Croft. La voix de Julien était tranchante et professionnelle. Rien à voir avec l'homme émotionnel du restaurant la veille au soir. Monsieur Croft, c'est Émilie Petrova, dit-elle. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Émilie, parfait. J'espérais que tu appellerais, répondit-il. Son ton s'adoucit instantanément. Une voiture t'attend en bas. Elle va t'amener à mon bureau. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Émilie regarda par la fenêtre. Bien sûr, une voiture noire brillante était garée le long du trottoir, complètement déplacée dans son quartier, comme un vaisseau spatial. Le trajet jusqu'à la tour de Croft Innovation fut un passage désorientant vers un autre monde. Le bâtiment lui-même était un monument de verre et d'acier transperçant l'horizon de Manhattan. Le lobby était une caverne de marbre blanc et d'art minimaliste, remplie de gens se déplaçant avec une importance décontractée. Tous étaient impeccablement habillés, leurs visages marqués par l'ambition.
Émilie, dans son simple pantalon noir et son chemisier modeste, le mieux qu'elle possédait, se sentait comme une imposture. On l'emmena rapidement au dernier étage dans un ascenseur silencieux à grande vitesse. Les portes s'ouvrirent directement dans le bureau de Julian Croft, un espace saisissant avec une vue panoramique sur toute la ville. Il n'était pas assis derrière son immense bureau. Il se tenait près de la fenêtre, contemplant son royaume. « Vue incroyable, n'est-ce pas ?» dit-il sans se retourner. « Parfois je viens ici pour me rappeler à quel point tout semble petit vu d'en haut. Ça aide à remettre les problèmes en perspective. » Il se tourna vers elle avec un sourire accueillant. « Merci d'être venue, Émilie. Assieds-toi, je t'en prie. » Il désigna 2 fauteuils en cuir. Quand elle s'assit, une femme entra avec un plateau contenant du café, de l'eau et des pâtisseries. C'était un changement de rôle si brutal qu'Émilie dut lutter contre l'envie de se lever pour aider. Julian alla droit au but. « Je n'exagérais pas hier soir, Émilie. Ce que tu as fait est l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai jamais vues. Ce n'est pas seulement la langue. C'est ta pensée stratégique, ton sang-froid sous pression. C'est une qualité que je valorise plus que n'importe quel diplôme d'Ivy League. » Il se pencha en avant. Son expression était sérieuse. « J'ai déjà parlé au conseil d'administration ce matin. Je leur ai dit que j'avais trouvé la nouvelle responsable de la stratégie internationale et des négociations. » Le cœur d'Émilie s'arrêta. « Responsable de département ? Mais je n'ai aucune expérience corporate. Je n'ai même pas terminé mon master. J'ai passé 5 ans à servir à table. » « Et pendant ces 5 ans, répliqua Julian, tu as géré des clients difficiles, la multitâche sous une pression énorme, et observé la nature humaine d'une façon dont la plupart de mes dirigeants ne seront jamais capables. Tu penses que ce n'est pas de l'expérience ? Quant à ton diplôme, nous paierons sa finalisation dans l'université de ton choix, quand tu seras prête. Mais ce que tu possèdes ne s'apprend pas en classe. » Il poussa une tablette vers elle sur la table basse. À l'écran se trouvait un contrat de travail formel. Émilie parcourut le document des yeux, et les chiffres qu'elle vit lui donnèrent le vertige. Le salaire était plus élevé que tout ce qu'elle avait gagné ces 5 dernières années réunies. Le bonus d'embauche était suffisant pour rembourser d'un seul chèque toutes les dettes médicales de sa mère. Il y avait des actions, une assurance médicale complète pour elle et sa mère, un package de déménagement. C'était tout ce dont elle avait jamais rêvé, servi sur un plateau d'argent, et cela lui faisait peur. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Dis oui, répondit simplement Julian. Dis que tu vas essayer. Je sais que c'est un énorme saut. Dans cette entreprise, il y aura des gens comme Gérald qui douteront de toi. Ils continueront à voir en toi la serveuse qui a eu de la chance. Ta mission sera de leur prouver qu'ils ont tort. Et je suis certain que tu y arriveras. Comme sur un signal, un homme entra dans le bureau sans frapper. Il était impeccablement vêtu d'un costume sur mesure et avait une manière confiante et prédatrice. Émilie le reconnut immédiatement grâce aux magazines économiques. C'était Marcus Vance, le principal rival de Julian. « Julian, » dit Vance avec un sourire suffisant, sans même remarquer Émilie. « J'ai entendu dire que tu avais eu des problèmes avec ton traducteur hier soir. Ne t'inquiète pas, je viens de prendre un très productif petit déjeuner avec les gens de Tanaka. Parfois, il vaut mieux laisser les affaires aux professionnels expérimentés. » Il était clairement venu pour se réjouir, supposant que Julian avait échoué. Julian Croft afficha un lent sourire dangereux. « Marcus, ton timing est parfait. D'ailleurs, permets-moi de te présenter ma nouvelle responsable de la stratégie internationale, Émilie Petrova. Elle a conclu hier notre joint venture avec Taka Robotics à 900 millions de dollars. Émilie, voici Marcus. Il dirige une entreprise qui va passer un très mauvais trimestre. » L'expression suffisante sur le visage de Marcus Vance s'évapora, remplacée par une expression comique d'incrédulité totale. Il fixa Émilie, puis Julian. Son cerveau ne parvenait pas à traiter l'information. À ce moment précis, en observant le désarroi stupéfait sur le visage du requin corporatif, toute la peur et tous les doutes d'Émilie fondirent. Elle se leva et tendit la main à Marcus Vance. Sa poignée était ferme, ses yeux clairs et assurés. « Enchantée de faire votre connaissance, monsieur Vance, » dit-elle. Sa voix était aussi fluide et posée que lorsqu'elle avait conclu la plus grosse transaction de sa vie. Les premières semaines chez Croft Innovation furent un baptême du feu cruel et désorientant. Les rumeurs se répandirent dans l'entreprise comme un incendie de forêt.
Julian Croft a embauché une serveuse à un poste de direction senior. Pour beaucoup, c'était un acte excentrique et inexplicable de folie. Emily marchait dans les couloirs sous un nuage de murmures et de regards sceptiques. Gérald et ses partisans étaient particulièrement hostiles, faisant des remarques acerbes assez fortes pour qu'elle les entende et oubliant de l'inclure dans les chaînes de mailles importantes. Il voyait en elle un coup de chance accidentel. Il la testait constamment, lui posant des questions sur l'analyse de marché et les prévisions du 3e trimestre pendant les réunions, espérant qu'elle échouerait. Mais il n'avait pas du tout compris qui elle était. Il pensait que son talent était un simple tour, la capacité de parler japonais. Il ne réalisait pas que sa vraie force était son esprit. Emily ne se mettait pas en colère. Elle se mit au travail. Elle arrivait au bureau avant tout le monde et partait quand tout le monde était parti depuis longtemps. Elle absorbait chaque rapport, chaque analyse de marché, chaque schéma technique qu'elle pouvait atteindre. Ses années de formation académique, longtemps endormies, se réveillèrent. Elle absorbait l'information avec une vitesse et une acuité qui stupéfiaient les analystes chargés de la former. Elle ne se contentait pas de rattraper son retard. Elle surpassait. Julian lui donna un petit projet interne pour commencer, résoudre un litige contractuel prolongé avec une entreprise d'ingénierie allemande. C'étaient des négociations sales et acharnées, bloquées depuis des mois. Gérald lui remit les dossiers avec un sourire narquois, s'attendant clairement à son échec. Emily passa 2 jours à lire chaque email, chaque briefing juridique. Elle comprit que le problème n'était pas l'argent. Le vrai problème était un profond sentiment de manque de respect de la part de l'entreprise allemande, causé par ce qu'il percevait comme de l'arrogance corporative américaine. Elle organisa une visioconférence. Au lieu de commencer par des menaces juridiques, elle ouvrit la réunion en parlant un allemand fluide, une autre langue qu'elle avait apprise lors d'un programme d'été universitaire. La réaction des Allemands fut immédiate. Ensuite, elle leur présenta une proposition révisée qu'elle avait elle-même rédigée, incluant non seulement les besoins financiers, mais aussi des clauses reconnaissant spécifiquement leur contribution d'ingénierie et leur donnant plus de contrôle créatif. Elle ne négociait pas seulement des conditions. Elle guérissait des relations blessées. 1 heure plus tard, ils avaient un accord préliminaire. Le blocage d'1 mois était brisé. La nouvelle de son succès provoqua une nouvelle vague de choc dans l'entreprise. Ce n'était pas un coup de chance. L'ex-serveuse était une force stratégique. Les murmures ne cessèrent pas. Mais ils étaient désormais teintés d'un respect réticent et même de peur. Son vrai test arriva pourtant 1 mois plus tard. C'était une conséquence directe de l'affaire avec Taka. Monsieur Tanaka avait été tellement impressionné par le partenariat qu'il voulait accélérer le calendrier en proposant une 2e phase d'investissement encore plus importante. Cela nécessitait un nouveau voyage dans leur siège mondial à Tokyo. Nous avons besoin d'une équipe sur place pendant 2 semaines, annonça Julian lors de la réunion de la direction senior. Il faut finaliser les spécifications techniques de la 2e phase. Ce sera intense. Il balaya du regard la salle de réunion. Emily dirigera la délégation. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Gérald avait l'air apoplectique. Julian, avec tout le respect que je vous dois, lâcha-t-il, elle n'a jamais dirigé de délégation internationale. Il s'agit d'une extension de plusieurs milliards de dollars. Cela nécessite un dirigeant expérimenté. Absolument, Gérald, répondit froidement Julian. Et cela nécessite notre meilleure négociatrice. C'est Emily. Toi et l'équipe d'ingénieurs partirez avec elle et assurez le soutien technique. Mais elle est aux commandes. C'est clair. Le vol vers Tokyo dans le jet privé de Croft Innovation fut tendu. Gérald et son équipe traitaient Emily avec une correction froide et formelle qui était pire qu'une hostilité ouverte. Ils attendaient qu'elle commette une erreur pour prouver qu'elle n'était pas à sa place. Les réunions à Tokyo étaient épuisantes, 10 heures par jour dans une salle de négociation stérile, à discuter de milliers de détails. Les ingénieurs japonais étaient brillants, mais intransigeants. Leurs questions étaient d'une précision implacable. L'équipe d'ingénieurs d'Emily, dirigée par un homme sceptique nommé Ben, avait du mal à suivre. Le point de rupture arriva le 3e jour. Ils discutaient de l'intégration d'un module d'apprentissage prédictif. L'équipe japonaise présenta un modèle de données complexe indiquant un conflit potentiel du système qui pourrait entraîner des pannes catastrophiques dans les robots. Ben et son équipe étaient catégoriques. Le modèle japonais était erroné. Leur simulation ne montrait aucun conflit. La discussion s'enflamma. Les 2 parties s'étaient retranchées dans leur position. La transaction était de nouveau en danger.
Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Émilie ne dormit pas. Elle n'était pas ingénieure, mais elle était une chercheuse de premier ordre. Elle passa toute la nuit à étudier les données brutes des deux équipes, des centaines de pages de code et d'analyses statistiques. Elle ne comprenait pas toute l'ingénierie, mais elle comprenait la logique. Elle comparait les ensembles de données, cherchant des modèles, la source des divergences. Vers 4 heures du matin, nourrie au café et à la détermination, elle la trouva. C'était une minuscule erreur dans les hypothèses de base de la simulation de l'équipe Croft. Un malentendu culturel traduit en code. La simulation américaine supposait un flux de travail linéaire standard, tandis que le modèle japonais prenait en compte un protocole de gestion de systèmes plus complexe et holistique, unique à leur robotique. Son équipe n'avait pas tort. Elle répondait simplement à une autre question que celle posée par les Japonais. Le lendemain matin, elle entra dans la salle de réunion, l'air fatigué mais concentré. Avant que les ingénieurs ne reprennent la dispute, elle s'approcha du tableau blanc. « Messieurs, dit-elle. » Sa voix était claire et autoritaire. « Je pense avoir trouvé le problème. Et il n'est pas dans les données, mais dans la philosophie. » Au cours des 30 minutes suivantes, parlant dans un mélange parfait d'anglais et de japonais, elle exposa sa découverte. Elle ne blâma pas son équipe. Elle présenta cela comme une brillante opportunité de synergie. Elle montra comment, en combinant l'efficacité linéaire américaine avec la supervision holistique japonaise, il pouvait créer un système plus fiable et plus puissant que ce que chaque partie imaginait séparément. Quand elle termina, un silence s'installa dans la pièce. L'ingénieur en chef qui l'avait si dédaigneusement traité, fixait le tableau blanc, la bouche légèrement ouverte. Il la regarda et, pour la première fois, vit non pas une serveuse ou une linguiste, mais une leader. Monsieur Sato, l'ingénieur en chef japonais sévère, se leva et s'inclina profondément devant elle. « Petrova-san, dit-il en japonais, la voix pleine d'un profond respect. C'est la solution la plus brillante que j'ai jamais vue. » Le blocage fut brisé. Le reste des négociations devint une formalité. Ils n'avaient pas seulement sécurisé les investissements de la deuxième phase, ils avaient créé un véritable partenariat. Sur le vol de retour, l'atmosphère était complètement différente. Gérald était silencieux et pensif. Ben et les autres ingénieurs lui demandaient maintenant son avis, la traitant comme leur leader incontesté. Elle n'avait pas seulement gagné la transaction. Elle avait gagné leur respect. Le retour à New York fut un triomphe. La nouvelle du succès à Tokyo les avait précédés. L'extension de plusieurs milliards de dollars devint officielle, et les actions de Croft Innovation s'envolèrent. Julian accueillit Émilie non pas dans son bureau, mais dans le lobby principal, devant des centaines d'employés. Il lui serra fermement la main, une confirmation publique et incontestable de son leadership. Les murmures sur « l'ex-serveuse » se turent enfin, remplacés par une mythologie. Elle n'était plus une curiosité. Elle était devenue une légende. Avec sa nouvelle sécurité financière, la première chose qu'Émilie fit fut de transférer sa mère. Elle la sortit d'un établissement acceptable mais stérile pour l'emmener dans un centre de pointe spécialisé dans la sclérose en plaques. Le nouveau centre avait des médecins de classe mondiale, des physiothérapeutes et de belles chambres inondées de soleil avec vue sur un jardin. Lors de sa première visite, Émilie trouva sa mère, fragile mais rayonnante, assise dans un fauteuil roulant sur une terrasse privée. « Émilie, » dit sa mère, la voix faible mais pleine d'amour. « Je n'aurais jamais pensé voir un endroit pareil. Je me sens comme dans un hôtel de luxe. »« Seulement le meilleur pour toi, maman, » répondit Émilie, la voix tremblante d'émotion. Elle s'agenouilla à côté du fauteuil et prit la main de sa mère. « Toutes les dettes sont remboursées, jusqu'à la dernière. Tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Concentre-toi simplement sur le fait de devenir plus forte. » Sa mère la regarda, les yeux remplis de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'une fierté écrasante. Ce n'était pas un fardeau. Mon amour n'a jamais été un fardeau. Mais te voir comme ça, te voir devenir la femme que j'ai toujours su que tu serais, c'est le meilleur médicament du monde. Au travail, le rôle d'Émilie s'élargit rapidement. Julian, conscient de son ensemble unique de compétences, commença à l'impliquer dans chaque grande négociation internationale. Elle devint sa main droite, sa conseillère la plus fiable. Son bureau fut déplacé juste à côté du sien. Elle n'était plus seulement responsable de la stratégie internationale. Elle faisait partie du système nerveux central de l'entreprise. Elle révolutionna l'approche de Croft Innovation en matière de business international.
Elle créa un nouveau département de zéro, en recrutant une équipe diversifiée de linguistes, d'experts culturels et de diplomates. Des gens au parcours non conventionnel que les entreprises ignorent habituellement. Son département devint connu sous le nom de division des projets spéciaux, et on l'envoyait résoudre les problèmes les plus complexes de l'entreprise. Ils conclurent une affaire au Brésil en comprenant les nuances de la politique régionale, et sécurisèrent un partenariat en Corée du Sud en montrant un profond respect pour leurs traditions d'entreprise. Émilie ne se contentait pas de gagner de l'argent pour l'entreprise. Elle construisait des ponts. Un après-midi, Julien la convoqua dans son bureau. Il avait l'air plus sérieux qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. « J'ai pensé à David Chen, dit-il. Émilie fut momentanément perplexe. David Chen, le traducteur qui ne s'était pas présenté, l'homme dont la crise personnelle avait involontairement lancé sa carrière. Son urgence familiale cette nuit-là était réelle, poursuivit Julien. Sa fille a eu un terrible accident. Depuis, elle est constamment entre l'hôpital et la maison. Les factures médicales l'ont ruiné financièrement. Il a perdu sa maison. Il accepte des missions de traduction ponctuelles, mais il ne peut pas trouver un emploi stable parce qu'il doit se concentrer sur les soins de sa fille. Julien poussa un dossier sur la table. C'était le dossier personnel de David Chen. Il était le meilleur dans son domaine, un brillant linguiste, et un seul coup du sort a détruit toute sa vie. Émilie regarda Julien. Une compréhension s'alluma dans ses yeux. Elle connaissait trop bien cette histoire. Ton nouveau département des projets spéciaux a besoin d'un consultant senior en linguistique, dit Julien. Quelqu'un qui gérera les protocoles de traduction pour nos projets les plus sensibles. Ce poste vient avec la meilleure assurance médicale que l'on puisse acheter. Je pense que tu devrais lui proposer. Un large sourire sincère illumina le visage d'Émilie. C'était le Julien Croft qu'il était en train de devenir. Non pas seulement un titan de l'industrie, mais un leader doté d'empathie. Un homme qui comprenait que le plus grand atout d'une entreprise, ce sont ses gens. Le lendemain, Émilie rencontra David Chen autour d'un café. Il avait l'air du nombre de l'homme dont elle avait seulement entendu parler. Elle lui expliqua la situation, l'offre d'emploi, le salaire et le package médical qui couvrirait 100% des besoins médicaux de sa fille. David était abasourdi. Il la regardait, les larmes aux yeux. « Mademoiselle Petrova, finit-il par dire, pourquoi ? Pourquoi faites-vous cela pour moi ? Mon échec vous a donné votre chance. » Non, monsieur Chen, répondit doucement Émilie. Votre tragédie personnelle a créé une opportunité. Mon parcours de vie a créé une chance. Ce sont deux choses différentes. Nous ne réussissons pas en marchant sur les autres. Nous réussissons en nous élevant les uns les autres. Croft Innovation a besoin de votre talent. Mon équipe a besoin de vous. Et il semble que votre famille ait bien besoin de bonnes nouvelles. Il accepta l'offre sur le champ. À cet instant, le voyage d'Émilie boucla la boucle. Elle n'était plus seulement la bénéficiaire d'une opportunité décisive. Elle était devenue la créatrice d'opportunités. Elle utilisait son pouvoir non seulement pour conclure des transactions, mais pour changer des vies. L'effet de cette nuit à Aurélia s'étendait bien plus loin qu'elle n'aurait pu l'imaginer. 2 ans plus tard, le monde de Croft Innovation était presque méconnaissable par rapport à celui dans lequel Émilie était entrée. Le partenariat avec Taka Robotics prospérait au-delà de toutes les attentes, faisant des 2 entreprises les leaders incontestés mondiaux de la robotique IA. La division des projets spéciaux, autrefois petite équipe expérimentale d'Émilie, était désormais l'un des départements les plus puissants et les plus respectés de l'entreprise, moteur de leur expansion réussie sur une 12aine de nouveaux marchés internationaux. Émilie Petrova n'était plus une légende. Elle était une institution. Son nom était devenu synonyme d'une nouvelle façon de faire des affaires, fondée sur l'empathie, la compréhension culturelle et la recherche incessante d'un langage commun. Elle faisait la couverture des mêmes magazines qui publiaient autrefois seulement Julien, et on la saluait comme une visionnaire, le nouveau visage du leadership corporate. Maintenant, elle ne siégeait plus dans un coin ou derrière un plateau de serveuse, mais à la tête d'une immense table dans la salle de négociation du nouveau siège européen de l'entreprise à Genève. Elle dirigeait les négociations finales pour une importante acquisition d'une entreprise suisse de technologie biomédicale. Son équipe, un groupe soigneusement sélectionné d'experts, la soutenait. En face d'elle étaient assis les dirigeants suisses, écoutant attentivement tandis qu'elle exposait les derniers points de la fusion dans un suisse allemand impeccable. Observant depuis le côté de la pièce, presque invisible, se trouvait Julien Croft. Il assistait rarement aux négociations maintenant, faisant entièrement confiance à Émilie,
Mais il avait fait le voyage pour celle-ci, simplement pour la regarder travailler. Il voyait la même maîtrise, le même intellect acéré que la première nuit. Mais maintenant, ils étaient affinés par l'expérience et soutenus par toute la puissance d'une corporation globale. Il ressentait une profonde fierté non pas pour son entreprise, mais pour elle. Il lui avait donné une chance, mais c'était elle qui avait construit l'empire. Après la signature de l'accord sous les applaudissements, Julian et Émilie se promenèrent le long des rives du lac Léman. Le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le ciel de tons orange et pourpre. Je me souviens d'une époque, dit pensivement Julian, où je croyais que le succès était un jeu à somme nulle. Pour que je gagne, quelqu'un d'autre devait perdre. Je mesurais ma vie en points d'action et en parts de marché. Il s'arrêta et se tourna vers elle. Tu m'as appris le contraire. Tu m'as appris que les meilleures transactions ne sont pas des transactions, mais des relations. Tu m'as appris que nos plus grandes vulnérabilités, comme l'incapacité de parler une autre langue, peuvent conduire aux plus grandes forces, si nous sommes assez humbles pour accepter de l'aide. Tu as été assez humble pour écouter, répondit doucement Émilie. C'est une qualité rare chez un milliardaire. Il rit. J'étais assez désespéré pour écouter. L'humilité est venue plus tard. D'ailleurs, il y a quelque chose que je dois te dire. La semaine dernière, le conseil d'administration a tenu sa réunion annuelle. Nous avons voté pour un nouveau poste. Il fit une pause, savourant le moment. Le mois prochain, Croft Innovation aura un nouveau directeur des opérations, le premier de l'histoire de l'entreprise. C'est un poste exigeant. Cela signifie que tu dirigeras pratiquement les opérations quotidiennes de toute l'entreprise mondiale. Émilie s'arrêta. Son cœur manqua un battement. Tu me promotes. Je ne te promeux pas, corrigea Julian. Tu l'as mérité. Le vote du conseil a été unanime. Même Gérald a voté pour. Je pense qu'il a encore un peu peur de toi, ajouta-t-il avec un sourire en coin. Émilie était stupéfaite. Serveuse, responsable de stratégie, directrice des opérations. La trajectoire était astronomique, presque impossible. Elle se souvint de cette nuit à Aurélia, du sentiment d'invisibilité, de la peur de parler. C'était un seul moment, une seule décision courageuse de sortir de l'ombre et d'utiliser ses dons uniques qui avaient tout déclenché. C'était l'héritage d'un seul instant. Il y a une condition, dit Julian. Son expression redevint sérieuse. Laquelle? Tu dois prendre des vacances. De vraies vacances. Au moins un mois. Voir le monde, non pas pour des négociations, non pas pour une transaction, mais pour toi. Émilie sourit d'un vrai sourire rayonnant. Je pense que je peux accepter cette condition. Elle savait exactement où elle irait en premier, ce petit village près de Kyoto. Non plus en tant qu'étudiante, mais en tant qu'invitée, pour remercier tranquillement l'endroit qui lui avait donné les mots qui avaient changé sa vie. Son voyage a montré que la valeur d'une personne ne se définit pas par son uniforme ou son poste, mais par les talents cachés qu'elle cultive dans les moments silencieux, en attendant la seule opportunité de les laisser briller. Et quand ce moment est arrivé, elle était prête. L'incroyable parcours d'Émilie nous rappelle que les talents les plus remarquables peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus. C'est un puissant témoignage que votre position actuelle ne définit pas votre potentiel final. Un seul moment de courage, une seule décision de sortir de l'ombre et d'utiliser vos dons uniques peut changer toute la trajectoire de votre vie. Émilie n'était pas simplement une serveuse qui parlait japonais. Elle était une brillante stratège attendant une crise pour révéler son vrai moi. Son histoire est un défi pour nous tous. Regardez au-delà des apparences, valorisez les compétences cachées chez les autres, et ne jamais, jamais sous-estimer la personne qui vous verse votre café. Si l'histoire de courage et de transformation d'Émilie vous a inspiré, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Que feriez-vous à sa place? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Les meilleures transactions sont les chances que nous nous donnons les uns aux autres. Point final.